Cette séquence a été prise peu de temps avant que la police ne reçoive un appel téléphonique effrayant de Courtney Clenny, décrivant comment son petit ami baignait dans une mare de sang. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette scène horrible? Comment un conte de fées d'une influenceuse OnlyFans avec une base de 2 millions d'abonnés, promise à un avenir radieux, peut-elle être le sujet d'une affaire de meurtre effrayante? Avant de commencer, nous tenons à adresser nos sincères condoléances aux proches de Christian, celui qui a été victime de l'acte abominable décrit dans cette affaire. Courtney Clenny est née le 21 avril 1996 à Austin au Texas. Elle a eu une éducation privilégiée, vivant dans un quartier agréable et fréquentant une école privée. À l'âge de 13 ans, Courtney a découvert son amour pour l'art dramatique, le théâtre et la danse. Elle débuta grâce à ses parents qui la soutenaient avec enthousiasme. Courtney était une fille naturellement douée, et à la fois à la danse et au théâtre. Et les leçons qu'elle prenait l'obligeaient à maintenir une bonne forme physique et cela l'a rapidement conduit à développer une passion pour le fitness et le culturisme. À la fin de son adolescence, elle participait à des compétitions de fitness régionales et nationales, et Courtney était déjà une athlète sponsorisée. Après avoir obtenu son bac, Courtney a fréquenté un collège privé où elle a étudié dur pour devenir coach privé. Alors elle est allée à Los Angeles, pour se concentrer sur la croissance d'une base de fans sur les réseaux sociaux en prenant le nom de Courtney Taylor. Courtney a commencé assez innocemment avec des posts sur les médias sociaux, présentant des séances d'entraînement et des conseils de fitness. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, Courtney postait de plus en plus des photos osées. Elle remarqua que les photos qu'elle postait en maillot de bain, et dans des vêtements plus révélateurs, obtenaient plus d'engagement et augmentaient son nombre d'abonnés plus rapidement. Et en utilisant cela à son avantage, il n'a pas fallu longtemps avant que Courtney n'ait accumulé 1 million de fans sur Instagram seulement. Avec ce niveau de succès sur les médias sociaux. Très vite, des entreprises ont frappé à la porte de Courtney pour des partenariats et la promotion des produits. Si l'on regarde brièvement son Instagram, on peut voir de nombreux posts sponsorisés, allant du blanchiment des dents, aux vêtements de sport et même aux outils de rasage. Et parmi ces posts, on peut y voir Courtney régulièrement partageant son style de vie glamour. Les marques, qui aiment utiliser Courtney comme promoteur, sont de plus en plus nombreuses à mesure que sa popularité augmente. Et comme sa popularité ne cesse de croître, il n'est guère surprenant que, lorsqu'OnlyFans est devenu une plateforme légitime, qu'elle y ait pu monétiser sa page. En tirer parti de son grand nombre de fans dans les médias sociaux. Elle a réussi à atteindre le succès sur OnlyFans en gagnant des milliers d'abonnés presque immédiatement. Il semblait que rien ne pouvait arrêter Courtney car sa popularité sur OnlyFans augmentait, et son Instagram atteignit plus de 2 millions d'abonnés. Au début de la vingtaine, on peut certainement dire que Courtney s'est bel et bien établie en tant qu'influenceuse. Elle se décrivait encore comme un modèle de fitness. En 2020, Courtney a annoncé au monde entier qu'elle avait une nouvelle relation amoureuse. Ses posts sur les médias sociaux mettaient en scène régulièrement son petit ami nommé Christian Albom-Sally. Il était mieux connu de ses amis en tant que Toby. Toby est né et a grandi à Plano, au Texas. Il a fréquenté Plano Northeast Senior High School avant d'étudier les communications à l'université Texas Tech. Toby était connu comme un gars compatissant avec une nature aimable et attentionnée. C'est son sourire et son charme qui ont d'abord attiré Courtney vers Toby après que les deux aient été présentés par des amis communs. Étant donné sa popularité et son statut, Courtney a régulièrement attiré l'attention des hommes. Mais elle trouvait beaucoup de ces hommes plutôt égoïstes et c'était quelque chose qu'elle trouvait peu flatteur. Mais Toby était différent. Il prenait le temps d'apprendre à connaître la vraie Courtney au lieu de la traiter comme un moyen d'accroître sa propre popularité. Toby était lui-même assez prospère. Il possédait une société de conseil prospère et gagnait un revenu substantiel en tant que trader de crypto-monnaies. Après que les deux se soient rencontrés à Courtney et Toby ont rapidement officialisé leur relation et tous deux ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu'ils étaient ensemble, avec de jolies photos de couple dans le vent et la mort. Ensemble, Toby a commencé à s'habiller avec les derniers vêtements de marque. Après quelques mois seulement, ils ont emménagé ensemble dans un luxueux appartement en Floride. Grâce à ses revenus d'investisseurs et d'entrepreneurs, ainsi qu'aux revenus de ses fans, le couple a pu s'offrir un style de vie plutôt somptueux.
Ils dînaient souvent dans des restaurants chics et conduisaient des voitures de luxe selon toutes les apparences. Courtney et Toby étaient faits l'un pour l'autre, mais leur couple n'était pas aussi parfait derrière des portes closes qu'il ne l'était à l'extérieur. En fait, même lorsqu'ils sortaient en public, leurs amis pouvaient voir que quelque chose n'allait pas entre eux. Car Courtney Clenny, l'intelligente coach personnelle, avait du mal à se séparer de sa personnalité en ligne. Courtney Taylor, la séduisante et populaire modèle de fitness, plutôt que de traiter son travail en ligne comme un emploi. Courtney semblait mêler ces deux identités jusqu'à les joindre au point où c'était pratiquement impossible à distinguer l'une de l'autre. Elle sortait tard, faisait la fête, la plupart des nuits de la semaine et est rapidement devenue un visage familier des boîtes de nuit de Miami et de ses environs. Elle s'était mise à boire depuis un certain temps déjà, mais c'est à ce moment-là que cela commençait à devenir un problème. Courtney a été arrêtée 2 fois pour conduite en état d'ivresse, la deuxième ayant conduit à 3 jours de prison. Son comportement n'affectait pas seulement sa vie quand elle buvait, car elle devenait de plus en plus violente. Ce qui l'a poussée à crier et à insulter son petit ami Toby quand elle était intoxiquée. Ce qui arrivait la plupart du temps. Elle le traînait même hors des dîners avec des amis, des clubs et des événements sociaux et lui criait dessus, l'accusant de voir d'autres femmes. Donc vous savez que vous êtes toxique. Ouais. Comme dans ma vie, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Il peut te dire quoi faire dans la chambre. En dehors de ça, tu ne veux pas qu'il te dise quoi que ce soit, c'est ça? C'est exactement ça. On dirait que vous êtes une maniaque du contrôle dans vos relations. C'est à cette époque que Courtney a commencé à apparaître dans des interviews de podcasts. Et elle est même allée jusqu'à se décrire fièrement comme une petite amie toxique. Il était clair qu'elle prenait à la légère la façon dont elle traitait Toby. Au fil du temps, les amis du couple ont remarqué un autre trait particulièrement troublant dans les disputes entre Courtney et Toby. Elle devenait souvent très violente, au moins d'en venir aux mains. Courtney poussant Toby et le giflant au visage. Toby résistait aux attaques et saisissait Courtney par les bras pour tenter d'arrêter les coups. Toby semblait toujours essayer de désamorcer les confrontations en disant à Courtney de se calmer, mais cela ne faisait qu'attiser sa colère. Par exemple, des amis ont trouvé Toby en bas d'un escalier dans un club après que Courtney l'ait traîné en l'accusant de regarder une autre femme. Voici ce que nous savons. Vu la façon dont le couple s'est comporté en public, on ne peut qu'imaginer ce qui s'est passé derrière les portes closes. Ce que nous savons, c'est que la police a été appelée plusieurs fois dans leurs appartements, car les voisins appelaient pour se plaindre de leur dispute. Parfois, la bagarre était terminée à l'arrivée de la police, et dans ce cas, Toby et Courtney niaient tout problème. Les officiers devaient séparer physiquement les deux. À une occasion, la police a documenté qu'elle avait vu plusieurs bleus sur les bras et les jambes de Courtney, et à une autre occasion, les voisins se sont plaints qu'ils ont vu Courtney pousser Toby dans le haut de l'ascenseur. Au cours de la période de 3 mois après que le couple ait emménagé dans leur nouvel appartement, la police avait été appelée 13 fois pour des troubles domestiques. C'était devenu si mauvais que le personnel de l'immeuble était dans le processus d'expulsion. Le couple fait 23 perturbations, bagarres et problèmes. La relation avec les autres résidents comme dans la romance entre Toby et Courtney s'est détériorée. Tout comme leur relation de travail. Toby aidait Courtney avec ses comptes OnlyFans en gérant son emploi du temps et en l'aidant avec les séances de photos. Elle lui versait une partie de ses gains et couvrait également le coût de leur appartement et leurs dépenses. Courtney semble apprécier ouvrir à Toby des cadeaux coûteux comme des vêtements de marque et d'autres expériences, surtout après des bagarres particulièrement. Elle s'excusait souvent auprès de Toby avec de tels cadeaux après. Par exemple, Courtney a exigé à Toby de déménager et a jeté toutes ses valises du balcon de leur appartement dans un accès de rage. Le lendemain, pour se faire pardonner de ce qu'elle avait fait, elle a donné à Toby un jeu complet de bagages Louis Vuitton en se moquant d'elle. Elle se décrivait elle-même comme une petite amie toxique. Avec le temps, ils sont devenus connus comme un couple qui se sépare puis se remettent ensemble puis se sépare puis se réconcilie. Comme beaucoup de relations toxiques, leurs violentes bagarres seraient généralement suivies d'une période de calme. Ils recommençaient à afficher leurs expériences de voyage ou à exhiber leurs accessoires de marque et les choses semblaient se calmer entre eux pendant ces périodes. Ils semblaient aussi amoureux l'un de l'autre. Lors de leur rencontre, les amis de Toby profitaient de ces occasions pour lui demander s'il allait bien.
Il lui demandait pourquoi il ne l'avait pas simplement laissé partir, lui disant qu'il ne méritait pas d'être battu. Mais Toby défendait Courtney en disant qu'elle n'agissait de la sorte que lorsqu'elle buvait ou était stressée. Il affirmait qu'elle était en fait très gentille quand on apprenait à connaître, qu'il était patient avec elle et qu'il pensait pouvoir l'aider à traverser cette période difficile de sa vie. Mais des amis proches du couple ont remarqué que Courtney a commencé à se plaindre que Toby voulait lui soutirer de l'argent. Que quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais assez, et qu'il était devenu dépendant de ce style de vie. Car elle semblait lui en vouloir, et a même contacté son comptable pour qu'il soit privé de la part de ses revenus qu'il recevait. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans leur relation grandissent, et il devenait clair pour Toby que leur relation ne fonctionnait pas. Donc, en mars 2022, Toby a décidé d'en finir une fois pour toutes et de déménager. Il n'était pas plutôt rancunier. C'était un gars indulgent qui se souciait sincèrement de Courtney. Il est resté en contact avec elle en s'assurant qu'elle allait bien et en rendant visite aux chiens. Il retournait souvent à l'appartement pour passer du temps avec elle en prétendant qu'ils étaient juste amis et qu'il ne voulait pas que les choses se terminent mal avec elle. Même si Toby avait décidé que leur relation était terminée pour de bon, il ne voulait pas dire du mal sur Courtney à ses amis. Elle traversait juste une période difficile, disait-il. Que tout s'arrangerait bientôt et qu'il était sincèrement heureux pour elle. Le 3 avril 2022, Courtney a invité Toby à l'appartement qu'ils avaient partagé. Vers 13h15, Toby est allé promener les chiens et a acheté un repas pour lui et Courtney à Subway. Après la promenade, il a été vu entrant dans l'appartement de Courtney vers 16h30. Nous savons ceci, qu'à 9h57, Courtney Clenny a appelé le 911. À 16h33, Christian revient dans l'appartement. 10 minutes plus tard, Courtney appelle sa mère. L'appel dure 6 minutes. À 16h49, Courtney appelle sa mère une seconde fois. L'appel ira jusqu'à 16h56. À 16h57, Courtney appelle le 911. À 16h49, le bureau du procureur pense que la mère de Clinton était peut-être au téléphone lorsque le coup de couteau a été porté. À 16h57, Courtney a appelé le 911. Sur cet appel au 911, on peut entendre Christian en arrière-plan disant à plusieurs reprises. On entend également Courtney dire « Je suis désolé ». Alors qu'elle était au téléphone avec le 911, on peut entendre Toby en arrière-plan dire qu'il perd la sensation de son bras et qu'il va peut-être mourir, ce à quoi Courtney répond. « Je suis tellement désolé bébé ». Avant de se déconnecter. Je pense que l'appel a été passé quelques minutes plus tard. La police est arrivée à l'appartement de Courtney et a découvert un corps et une scène macabre. Toby gisait sur le sol, gris et sans vie, et Courtney, à genoux à côté de lui, ne portait qu'un pantalon de survêtement couleur bronze et était couverte de sang de la tête aux pieds. Elle était étonnamment calme étant donné la situation choquante, mais la police a supposé que c'était dû au choc, tandis que les ambulanciers travaillaient rapidement pour emmener Toby à l'hôpital dans une tentative désespérée de lui sauver la vie. Courtney a été déplacée sur le balcon pour que l'examen de la scène puisse commencer. Elle a été vue assise, embrassant et se blottissant contre ses chiens. Pendant que la police examinait l'appartement, la police a rejoint Courtney sur le balcon pour lui demander comment Toby a pu être poignardé et se battre pour sa vie. Courtney a affirmé que Toby était devenu violent avec elle en criant et en attaquant, craignant pour sa sécurité. Elle avait pris un couteau dans la cuisine et avait jeté sur lui. Une tentative pour parer attaque. Elle a prétendu que le couteau l'avait frappé à la poitrine et qu'elle avait immédiatement appelé le 911 quand elle a réalisé qu'il saignait. Elle n'avait pas voulu que cela arrive mais elle a dit qu'elle n'avait pas le choix. Toby avait commencé à l'étouffer et lancer le couteau était son seul moyen de défense. Courtney a fait en sorte que son avocat la rencontre au poste de police, où elle s'est rendue de son plein gré avec la police pour faire une déposition officielle, revendiquant la légitime défense. Pendant que Courtney aidait la police en répondant à leurs questions. Toby était arrivé au Jackson Memorial Hospital mais malheureusement,
malgré des tentatives désespérées pour lui sauver la vie, il a été déclaré mort peu après. Alors que Courtney continuait sa déposition. Les officiers ont vu qu'elle était très désemparée par tout ce qui s'était passé. Et ils ont commencé à craindre qu'elle se fasse du mal. Elle a donc été admise volontairement dans un service psychiatrique. Après avoir pris la déposition de Courtney, la police a examiné leur dossier. Et a vu le nombre de fois où ils sont intervenus dans l'appartement récemment. Des plaintes et des troubles domestiques, et cela a conduit la police à l'histoire de Courtney et Toby impliqués dans une relation abusive et toxique. Et cela a été le résultat malheureux et tragique dans seulement 24 heures d'enquête. La mort de Toby a été considérée comme un incident domestique et l'affaire a été classée. Courtney est sortie de l'unité psychiatrique dans les 48 heures et a été libérée sans charge, pouvant retourner chez elle sans autre forme de procès et conséquences. Une vidéo a émergé d'elle dans un bar, quelques jours seulement après la mort de Toby. Merde. Ouais. Tu devrais y aller. Ouais. Tu devrais y aller parce que tu viens de tuer ton petit ami. Oui, tu l'as fait. Ouais. Et oui. Ok. Cool. Pendant ce temps, la famille de Toby était dévastée par la mort de leurs proches et ils ont eu du mal à accepter sa mort. Leur gentil et aimant fils et frère a été poignardé. Quelques jours seulement avant son 28e anniversaire. Et maintenant, la personne qu'ils croyaient responsable de son meurtre était libre de retourner à sa vie normale. Il leur était impossible de croire que Courtney ne faisait que se défendre contre des attaques violentes. Ils connaissaient la nature aimable de Toby et s'étaient familiarisés avec la nature abusive et souvent violente de Courtney. La nature turbulente de leur relation rendait difficile à croire que Toby avait attaqué et étranglé. Ils étaient convaincus que c'était plutôt Courtney qui était à blâmer pour la mort violente et prématurée de leurs proches. Mais malgré l'insistance de la famille, la police a persisté dans sa détermination à croire Courtney qui prétendait qu'elle se défendait d'un acte de violence domestique lorsqu'elle a poignardé Toby. Courtney avait engagé un avocat qui a convaincu la police que Toby était l'agresseur dans leur relation et que Courtney avait souffert de ses mains depuis un certain temps. Ils ont cité les nombreux appels au 911 et les visites de la police comme preuve que Courtney était une victime et que le coup de couteau de Toby était une conséquence tragique, mais justifiée, de sa violence envers Courtney. Ils ont justifié que c'est le résultat des abus envers elle. Tandis que la famille de Toby a continué à croire en son innocence en raison d'une manque de voix. Il a été difficile de prouver que Toby avait effectivement souffert aux mains de Courtney plutôt que l'inverse, malgré les obstacles qui se dressaient contre eux. La famille de Toby a engagé un avocat et a commencé à creuser dans tout ce qu'il pouvait trouver sur le passé de Courtney. Il est devenu clair que ce n'était pas le premier incident de violence domestique dans lequel Courtney avait été impliqué. Il y avait des rapports chuchotés de Courtney tentant de poignarder un petit ami précédent. Et les revendications qu'elle était responsable de la fracture de la mâchoire d'un bodybuilder, Sean Roden, en 2017, il y avait aussi une accusation pour coups et blessures domestiques sur le dossier. En juillet 2021, elle était jugée pour l'attaque de Toby dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Dans cet incident, elle avait jeté un verre à la tête de Toby cependant. Il l'a manqué de peu et Toby n'a pas été blessé. Courtney a quand même été arrêtée et inculpée pour cet incident. Tout cela ainsi que son arrestation pour conduite sous l'influence a construit une image troublante de Courtney, montrant sa nature volatile et prédisposition à la violence. Finalement, grâce à l'insistance de la famille de Toby et leur avocat et au travail de la police, le procureur est convaincu de rouvrir l'enquête sur la mort de Toby. Les relevés téléphoniques révéleront que Courtney a eu 2 appels téléphoniques avec sa mère à peu près à l'heure où Toby a été poignardé. Lors d'entretiens avec la mère de Courtney, elle a révélé qu'elle avait entendu Courtney crier sur Toby en disant qu'il était un menteur en lui ordonnant de quitter l'appartement. Et d'après l'heure de l'appel de Courtney au 911, la police pense que Toby a été poignardé environ 13 minutes avant que Courtney ait appelé à l'aide. Selon les enregistrements téléphoniques. Ils ont également révélé que 30 minutes après l'appel de Courtney, sa mère lui a envoyé un texto pour lui conseiller de ne pas parler à la police sans la présence d'un avocat et de s'assurer qu'elle mentionne la légitime défense. Quant aux affirmations de Courtney selon lesquelles elle a jeté le couteau à travers la pièce pour tenter d'échapper à l'attaque de Toby, le médecin légiste a déterminé qu'un jet à cette distance n'était pas suffisant, n'aurait pas causé de blessure comme celle qui a tué Toby.
L'angle de la blessure de Toby montre un coup de couteau avec une poussée vers le bas de la lame dans sa poitrine, où elle a percé une artère principale. Cette blessure n'a pu être causée que par une attaque à très courte distance, ce qui ajoute des doutes supplémentaires à l'affirmation selon laquelle Toby l'a attaqué et étranglé. Lorsqu'elle l'a poignardé, il n'y avait aucune marque de défense sur le corps de Courtney. Le sang a été retrouvé dans tout l'appartement, y compris 2 grandes flaques qui s'étaient formées autour du corps de Toby. Cela indique qu'un laps de temps significatif s'est écoulé avant l'arrivée de la police et des ambulanciers, confirmant les soupçons de la police selon lesquels Courtney avait attendu un certain temps après l'attaque avant d'appeler. Cette séquence de vidéosurveillance a été rendue publique. C'est un incident entre Toby et Courtney dans un ascenseur de leur immeuble. On y voit Courtney monter dans l'ascenseur et appuyer agressivement sur les boutons de sélection des étages. Toby entre peu après et semble essayer de l'empêcher de frapper si fort sur les boutons. Courtney se tourne vers Toby et le frappe à plusieurs reprises en réponse à ses tentatives pour la calmer. Il bloque les coups de poing en levant les bras au-dessus de sa tête. Malgré l'absence de son, on peut voir qu'ils se disputent. Courtney continue de frapper Toby et lui tire les cheveux et les vêtements. Toby repousse Courtney et sort de l'ascenseur. Il faudra 4 mois de pression incessante de la part de la famille de Toby avant que la police n'inculpe officiellement Courtney de meurtre. Mais leurs efforts porteront leurs fruits. 11 août 2022. Alors qu'elle se trouvait dans un centre de réhabilitation à Hawaï, Courtney a été arrêtée et accusée de meurtre au second degré. Elle recevait un traitement pour toxicomanie et troubles de stress post-traumatique au moment de son arrestation. Le lendemain, elle a assisté à une audience au cours de laquelle elle a accepté d'être extradée d'Hawaï pour faire face aux accusations de meurtre au second degré en Floride, où l'incident s'est produit. Elle reste en garde à vue à Miami Turner Guilford Night Correctional Center. La sécurité a documenté de nombreux incidents. Les enquêteurs ont tenu une conférence de presse et le procureur du comté de Miami-Dade, Catherine Fernandez, Ronde, a rendu publique l'arrestation de Courtney. Ronde a déclaré que les preuves reçues par la police auparavant dépeignaient Toby comme l'agresseur. Et que la police pense maintenant qu'elle n'a pas agi en état de légitime défense. L'enquête a conclu que Toby n'était pas armé pendant la bagarre et qu'il était en fait victime de violences domestiques. Courtney avait été libre pendant les mois qui se sont écoulés entre le meurtre de Toby et son arrestation. Il semble qu'elle ait poursuivi sa vie comme si rien ne s'était passé. Une vidéo a émergé d'elle dans un bar, quelques jours seulement après la mort de Toby. Elle n'est partie que lorsqu'un membre du public lui a crié dessus pour avoir assassiné son petit ami. Rien n'avait été mis en ligne sur son Instagram ou sa page OnlyFans depuis 3 jours avant le meurtre de Toby. Les avocats de la défense ont déclaré que les avis du médecin légiste ne résisteront pas à un examen scientifique spécifique au tribunal et que leur plan est de plaider à légitime défense lors du procès. Qu'il a convenu que la relation de Toby et Courtney était tumultueuse, il a affirmé que Courtney était la victime et le Toby était l'agresseur principal étant donné. Courtney est toujours en détention en attendant son procès qui débute le 19 décembre 2022. Nous aimerions entendre vos opinions dans la section des commentaires. Courtney a-t-elle agi en légitime défense contre un amant abusif cherchant à lui faire du mal? Ou est-ce que Courtney cache le sombre secret qu'elle a effectivement tué son amant dans un violent accès de colère? Pourquoi la police a-t-elle attendu des mois avant d'inculper Courtney? Est-il possible qu'ils aient cru un peu trop vite à son histoire? Jusqu'à ce que nous découvrions plus d'informations sur cette affaire lors du procès à venir, c'est ici que notre histoire s'arrêtera pour le moment. Merci.